L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. T'as besoin de quelque chose ou pas? 44, 45. 43 et demi. Ok, d'accord. Ok, bon, ben vas-y. Ah merde. Ok, à toutes. Ciao, ciao. Ah. Maëlle, si tu devais présenter Barbara, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'elle pour que je puisse la rencontrer ici et maintenant? Je dirais que c'est une personne intéressée par l'humain, par le monde, par tout ce qui se joue entre les humains et je dirais de manière plus large, c'est quelqu'un de positif qui voit le bon partout et qui justement en cherchant ce bon-là en fait le développe et c'est ma femme. Alors, je dirais pareil, c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'humain et très intéressant aussi, très intelligent et qui voit également le bon dans chaque personne, hein, qui est sans jugement. On a repris les études, on est en deuxième année d'assistante de service social. J'ai eu plusieurs métiers. J'ai commencé par le commerce, j'ai fait la restauration. Après, je suis parti dans la santé, j'étais technicien de laboratoire. Mais au final, on est quand même dans des métiers où on court derrière des statistiques, on court derrière des chiffres, on court derrière des objectifs qui sont quand même moins présents dans le travail social, même si l'ombre arrive. Mais c'est personnellement ça qui m'a motivé, c'est essayer de recentrer
mes valeurs et essayer de professionnaliser mes valeurs plus que de courir derrière des objectifs qu'on me donne, qu'on m'oblige quasiment. Pareil, j'ai un peu erré. Je suis partie en vente à mes 16 ans. Et ce contact avec les personnes, j'ai beaucoup aimé. Sauf que j'ai atterri après dans diverses chaînes dans le département. Et en fait, comme Maëlle dit, on court après des chiffres. C'est le chiffre. La personne, ce qu'elle veut réellement, on s'en fout un peu. On est là simplement pour vendre. Donc, je suis partie en esthétique. C'est un domaine quand même assez bouché dans le département. Et après, suite au décès de mon papa, j'ai fait de la socio-esthétique. Donc, j'ai voulu m'intéresser aux personnes en fin de vie, leur apporter des massages. C'était très intéressant, mais c'était tout nouveau sur Perpignan. Donc, du coup, ça a été compliqué à développer. Et après aussi, je suis partie dans le médical pendant le Covid. Et c'est là que ça a été un peu un choc pour moi. Parce qu'on m'a parlé de clients. On m'a dit non, ce n'est pas des patients, c'est des clients. Et là, je me suis dit, c'est inquiétant quand même. Et en discutant tous les deux, le social, par le biais de nos différentes manifs et de notre militantisme actif, si je peux dire ça comme ça, le social est arrivé vraiment comme une évidence en fait. Donc on a décidé de passer notre bac parce qu'on ne l'avait pas, et en 2022, et de tenter Parcoursup. Et voilà, on a fait partie des 12. Et c'est un mot que je dis tout le temps parce qu'on fait partie des 12 de la promo. Et j'ai ce besoin de me dire, voilà, dans les moments de doute, on fait partie des 12. Dans le fond, je dirais que la première chose, c'est où on exerçait, c'était du privé. Donc l'argent est omniprésent et il y a toujours un objectif de croissance. Donc le principe même de comment on considérait les personnes, plus que d'avoir la prétention de les apprendre à être ou quoi que ce soit, c'est vraiment la considération qu'on a de la personne qui vient en face. Quand j'étais technicien de laboratoire, on accueille des personnes qui sont malades, qui ont des tests à faire, que ce soit pour le Covid ou que ce soit pour des opérations. Très rapidement, c'est déshumanisé. On est parti dans des... En fait, ça devient des numéros de code barre et on essaye d'en faire le plus possible. On essaye de voir justement comment améliorer le rendement, comment faire en sorte de faire plus tous les jours, comment faire des glissements de poste qui permettent en gros de faire plus, mais au final, on considère plus du tout la personne qui est en face. On prend même plus réellement le temps de lui répondre parce qu'on est dans un quotidien où on nous dit toujours plus. Donc personnellement, c'est toujours le cœur de notre société. De toute façon, c'est la quête d'argent, c'est toujours l'envie d'aller chercher plus, l'envie de grossir. Plus que d'apprendre, enfin plus que de donner aux gens ou apprendre à avoir ou apprendre à être, hein, selon la question là, c'est le principe même de courir derrière quelque chose qui est juste palpable. Bon, on positionne les êtres comme des consommateurs. Exactement. Mais oui, clairement, c'est la société capitaliste, la société libéraliste. Enfin, on est tous des consommateurs de quelqu'un ou de quelque chose au quotidien. Il n'y a rien sans rien. D'où l'intérêt un peu des sciences humaines et sociales et du travail social. C'est que pour le coup, il n'y a plus rien sans rien. Alors oui, on est payé, c'est un métier, mais on n'est pas payé au rendement, on n'est pas payé au résultat. Ce qu'on fait, c'est pas palpable. Ça marche pas concrètement, c'est même pas évaluable réellement à nous. C'est une superposition de personnes qui interviennent qui font que sur une seule personne qui avait besoin à ce moment T de telle aide, on puisse lui apporter quelque chose à court terme ou à long terme, mais c'est pas évaluable, c'est pas palpable, on n'est pas du tout dans le même schéma de pensée que la société capitaliste comme elle nous est présentée, on va dire, à l'école ou à la télé, quoi. Quand on fait les maraudes, en fait, c'est ce qu'on a remarqué dès le départ, c'est d'âme à âme. Nous, en plus, on fait partie, on est étudiant, donc on fait partie d'aucune grande institution. Donc on n'attend rien de la personne. Nous, on est là pour apporter des vêtements. Et en fait, ce qui se passe assez rapidement quand même avec les personnes, c'est qu'elles sont dans la confidence. Elles ont besoin d'être entendues, écoutées. Et nous, ce temps-là, on leur accorde. Donc on n'a pas d'heure, on a une heure de début de la maraude. On se laisse un peu flâner aux besoins de la personne. Et je pense que ça, la personne, elle en prend conscience. Elle s'en saisit. Oui, c'est ça. Selon le lien qui se crée, selon le temps qu'on y accorde, elle s'en saisit. Et ils ne se rendent pas compte que derrière, ils nous apportent énormément pour notre futur métier. Qu'est-ce qui se joue avec les personnes à la rue, comment ça se passe, pourquoi les personnes ne demandent pas
les droits qu'ils ont, pourquoi. Et tout ça, ils peuvent... on leur pose les questions et avec le lien qui se crée, ils répondent à nos questions. Donc c'est hyper enrichissant pour nous dans notre futur métier. Notre lien à nous, il est, je pense, sain, dans le sens que nous, on n'attend rien d'eux et ils attendent en particulier rien de nous. On partage du temps. Donc au final, le temps, l'attention fait que le lien se crée, mais au final, on n'a rien à y gagner de plus. On n'a pas de pouvoir d'agir sur leurs problématiques. On a seulement le pouvoir de les considérer comme ils nous considèrent, de les respecter comme ils nous respectent, de partager nos visions du monde, de partager tout ce qui nous compose, qui n'est pas justement palpable ou matérialisable, c'est réellement comment on est, au fond. Et au final, tout se repose là-dessus, le lien il se crée très très facilement, peu importe les profils, même les profils qui sont parfois dans la détresse, il y a toujours eu cette espèce de respect qui a été posé dès le début, et sans vouloir le poser, il s'est installé, il s'est instauré dans le sens que on est personne, on est nous, on vient en notre nom propre, et quand on parle nous, on n'a rien derrière. Personne nous demande de faire ça et personne n'attend rien de nous. Donc au final, si on est là, c'est parce qu'on a la volonté d'y être, quoi. Après, on a des sensibilités sur plusieurs thématiques. On n'est pas seulement sur le côté sans-abrisme ou le côté du mal logé. En parallèle, on est bénévole d'une association de demandeurs d'asile. On a participé à des journées contre des maladies comme la mucoviscidose avec un ami à nous justement qui a monté son association. On a partagé dans la prévention des maltraitances sur enfants. Dans le tissu associatif, on a quand même été à plusieurs endroits. On n'est pas focus seulement là, c'est notre bébé à nous. C'est cet espace-là qu'on s'est créé en se disant que le dimanche, on le réservait à aller à la rencontre de ceux qu'on regarde mais qu'on ne parle jamais. Et c'est parti d'un jour où on a été faire nos courses et devant une grande surface, il y avait un couple. Donc on a commencé à s'arrêter parce c'était en plein été, donc pleine canicule. Et en fait, j'ai demandé à la jeune, parce que j'ai remarqué qu'elle était jeune, elle avait le même âge que mon neveu. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc, j'ai pas osé lui poser au début les questions, mais chaque fois qu'on allait faire les courses, les semaines passaient et ils étaient toujours là. Et en fait, un jour, on est remonté dans la voiture et je lui ai dit, mais comment on pourrait essayer de les aider? Parce que là, il faisait chaud, elle me disait, Barbara, je ne peux pas aller travailler, enfin, tu me vois, je suis sale, je pue, mes affaires sont sales, personne ne m'embauchera. Et je me suis dit, elle a raison. Oui, c'est vrai, est-ce que moi j'embaucherai? Non. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on a commencé à en parler aux amis. Donc si vous avez des fringues que vous n'avez pas quoi en foutre, au lieu de les jeter, gardez-nous-les. Et c'est parti comme ça. Puis on a commencé à contacter Bout de Ficelle, qui est une association solidaire à Bages, qui a commencé à nous garder quelques petites affaires. Et tout est parti de là. Et au départ, on les faisait le vendredi soir. Donc on faisait les maraudes de nuit, qui est totalement différent parce que c'est un autre public la nuit. Ça peut paraître un peu anxiogène alors que... Enfin, c'était jamais senti en danger? Non, pas du tout. Et puis c'était propice à la confidence le soir. Et c'est parti comme ça. Et puis petit à petit, on a pu rencontrer d'autres associations comme Entraide Roussillon. Et en fait, ce délire, on va dire comme ça, ce questionnement qu'on a eu, en fait, ça s'est ritualisé, si on peut dire ça comme ça. Et c'est notre moment, nous. Quand on a notre semaine de stage, notre semaine d'école, c'est notre moment à nous. Ils nous ressourcent, ils nous apprennent énormément sur eux et même sur nous. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi Et c'est ces connexions-là, cet espace justement, c'est qu'on a été prospecté sans même vraiment le faire, mais ne serait-ce que contacter quelques associations pour leur demander ou interroger juste les voisins dans une conversation en disant justement ne jetez plus rien, essayez de voir. Cette connexion-là, en fait, elle nous a fait changer réellement dans le sens qu'on a pris conscience que l'humain, en fait, il y en a partout. Et c'est déjà hyper rassurant de le réaliser. Dans le sens, j'ai passé des années à penser qu'en France, on était très égoïste, qu'on était très égocentrique, qu'on était dans une société très individualiste, qu'on pensait qu'à notre confort, qu'à notre personne,
qu'il pouvait se passer ce qu'il voulait à l'autre bout du monde, personne s'y intéressait, et Dans qu'au une final, société de surconsommation, d'autant voilà, plus. on cherche tout ce qui est matériel et on court derrière l'apparat. Et au final, on s'est rendu compte que la majorité des personnes qu'on rencontre au quotidien, et même dans les maraudes, c'est les personnes qui viennent justement nous voir, elles sont prêtes à donner. Elles ont juste un frein, c'est le contact. Elles ont peur d'aller voir la personne qui est là, d'aller lui parler, d'aller lui demander et d'aller se poser avec elle. C'est juste ce contact-là. À partir du moment où un lien se crée, la personne, il n'y a jamais personne qui, en vérité, qui nous a dit « j'ai rien à donner ». Il y a toujours quelqu'un qui a un garage, un grenier, des affaires, ci, ça. Enfin, clairement, en gros, l'humain, il est partout. Ça, quand on l'a réalisé, ça nous a fait un bien fou. Quand après, on a réalisé le tissu associatif, on s'est dit c'est quand même une force qu'on a. Donc, dans notre ville, dans notre département, il est colossal. Et même s'il y a des enjeux des fois entre certaines associations et certains rapports, le fait que nous, on n'appartienne à personne, ben on va où on veut, quand on veut, voir qui on veut. On n'a pas d'étiquette, on colporte rien derrière nous, on vient à titre personnel. Et au final, cette vision du monde-là, elle nous a rassurés. Autant d'un point de vue professionnel que personnel, on s'est dit, ok, notre enfant, il ne vit pas dans un monde si pourri que ça, en fait. Et pourquoi tu penses qu'on a cette forme de représentation du monde qui pourrait nous faire croire qu'il est horrible? Il n'y a qu'à allumer la télé. Juste, on allume la télé, on voit ce qui se passe, il n'y a pas grand-chose de positif aux infos. Donc forcément, on a l'impression qu'on s'enferme dans un... Voilà, et puis dans notre petit cocon, dans notre maison où on est endetté sur 25 ans et non, on ne peut pas sortir dans la rue parce que tu comprends, si je vais sortir dans la rue, ben, je perds mon salaire. Et tout ça fait que j'ai l'impression que la société et les médias nous enferment dans ce métro-boulot-dodo. Et nous, par le biais des rencontres et tout ça, on essaye et on se force, non pas on se force, mais on fait tellement de belles rencontres que, je sais pas, moi, des fois, on remonte dans le camion pendant la maraude et je me dis, putain, le monde est beau, quoi. On fait des rencontres qui nous prennent aux tripes, quoi. Et rien que pour ça me conforte que je suis dans la bonne branche. Le social, ça me colle à la peau, quoi. On pourrait dire, est-ce que vous êtes à votre juste place? Alors, au moment T, oui. Au moment T, clairement. Parce qu'on se sent plus libre qu'on était avant, on se sent plus épanoui qu'on était avant. Ça nous offre une vision du monde qui nous rassure et qui en même temps nous libère de nos chaînes. Parce que clairement, on est dans un monde où on nous crée du besoin, où on a toujours l'impression de ne pas avoir assez, ou que c'est qu'on pourrait s'apitoyer sur notre sort tous les jours. Et au final, ça fait relativiser de voir tout ça. Exactement. Ça fait relativiser de voir des mecs et des bouts de femmes comme ça qui sont dans une vie impensable et qui sont debout et qui pour autant, en gros, eux, s'abattent pas, même s'ils sont dans une détresse ultime. Ils s'évadent comme ils peuvent avec des produits ou avec d'autres choses, mais au final, peu importe, ils sont là. Quand on leur parle, ils nous répondent que justement, ils ont encore la niaque. Et ça fait bien relativiser sur nos problèmes d'aujourd'hui, quoi. Alors oui, hein, le manque d'argent, les choses comme ça peut être des galères qui prennent la tête. On a la phobie de la boîte aux lettres, on a tous connu, on sait que c'est présent. Mais au final, on se dit, bon, il y a toujours, déjà il y a pire, c'est sous nos fenêtres. Et en plus de ça, il suffit juste entre nous de nous aider, on arrive à faire des choses magnifiques. Il faut juste vraiment pas rester seul, à la rue ou en appartement. Puis les gens autour de nous qui sont au courant qu'on fait des maraudes nous posent beaucoup de questions. Et je me dis souvent jardinière parce que j'ai ce truc d'essayer de planter des graines et de leur dire, d'accord, alors tu as quelqu'un à un feu, il va te taper au carreau, il va te demander de l'argent, tu n'as pas d'argent, ouvre ta fenêtre et demande-lui juste ça va. J'essaye de leur montrer que c'est des personnes comme nous qui ont eu des galères, qui un enchaînement de situations les a amenés là. Alors souvent on me dit oui mais ils ont qu'à aller travailler, oui mais si tu dors dans la rue aller travailler c'est pas aussi facile que ça et qu'à un moment donné tu as aussi le aquabonisme qui rentre en compte, le à quoi bon se battre, ma famille me renie, je vois plus mes enfants et en plus je suis alcoolique donc à quoi bon et ce côté sensibilisation j'ai réellement l'impression qu'on peut avoir un impact sur les gens autour de nous. D'humaniser ces personnes qui sont à la rue. Et moi, je trouve que c'est un combat.
Je le vois comme une chance qu'on a d'aller les rencontrer et de Et de discuter faire avec le eux. lien, faire le lien entre ceux qui se réveillent à 7 h le matin, vont travailler à 8 h, voient des personnes devant leur supermarché, voient à la télé ce qui se dit, et au final, derrière, rentrent chez eux, font leur routine, et derrière, n'ont pas la possibilité de goûter justement à ces personnes-là, de voir, de les regarder dans les yeux, de voir autant leur sourire que leurs larmes, et de voir leurs émotions, de partager, d'humaniser tout bêtement. Donc oui, on a la chance de pouvoir faire ce lien. Et encore Puis une on a fois, la c'est chance, rassurant, parce que même les personnes les plus fermées qu'on a pu côtoyer dans notre entourage, il y a quand même une sensibilisation à ça, il y a quand même il y a un cœur qui sommeille en chacun, même des personnes, ça nous surprenait, des personnes qu'on pensait très fermées d'esprit, qui au final ils se disent ouais, en fait je leur en veux pas tant que ça des fois de consommer tel ou tel truc, parce que leur vie je la vivrai pas, quoi. C'est plus la société qui est contre nature que nous, ce qu'on fait. On est clairement donné de l'humain, c'est beau. Ouais. C'est une belle façon de verbaliser. Oui, et puis avec ces personnes-là, il n'y a pas de filtre, quoi. Enfin, elles savent très bien qu'elles peuvent nous dire, bon ben voilà, avant-hier j'étais à l'hôpital parce que j'ai fait une OD, je déconne, putain, ça fait chier. Alors, ils nous rendent des comptes alors qu'on ne leur demande pas. C'est ça on l'a remarqué dès le départ. Alors oui, comparé à la semaine dernière, j'en suis là, il s'est passé ça. Et nous, on comprend. Enfin, ouais, c'est dingue. C'est dingue qu'on nous rende des comptes, mais ils ont ce besoin de nous montrer que leur situation avance, ou au contraire, elle peut, quand ça régresse, voilà, certains ont besoin qu'on leur secoue un peu les puces. Mais de la même façon qu'ils passent leur temps à nous demander aussi qu'est-ce que nous on Oui, vient, où alors c'est qu'on en est. Ouais. C'est, Ils attendent quelque chose. En fait, on avance tous dans des chemins différents, mais on avance. Même si des fois on tombe, on continue d'avancer quand même dans une chute, on se relève, on recontinue, et au final, oui, ça c'est à la rue ou pas à la rue, on côtoie la même chose. Puis on a réellement l'impression qu'on est dans une relation égalitaire, en fait. Il n'y a pas le professionnel et la personne à la rue. On est tous les deux là, dans la rue, chacun avec nos qualités et nos défauts. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ces rencontres-là. Je n'irais pas dire que c'est une promesse, parce que j'ai pas l'impression de m'engager dans quelque chose. D'accord. Mais c'est seulement être nous-mêmes au moment T, en fait, sans artifice, sans venir ni au nom de quelqu'un, ni pour quelque chose, fait que déjà la base elle est saine. Ne pas attendre. On a le temps. Si on parle, on parle. Si on parle pas, on parle pas. La semaine prochaine, sinon. Et peu importe ce que tu nous dis, dans tous les cas, ça restera là. Et il n'y a pas d'information qui sera remontée, d'information qui sera partagée. Il y a pas de. Et puis, ils se livrent, on se livre. Donc au final, j'ai pas l'impression d'être une promesse invisible de lien réellement. C'est les liens classiques, les liens sincères. C'est plus dans notre société qu'on est dans des liens artificiels, en fait. On s'apprécie parce qu'on taffe ensemble, on s'apprécie parce qu'on a des dénominateurs communs, on s'apprécie parce qu'on partage certaines choses, mais au final, on s'apprécie parce qu'on a besoin d'être. On est sociable, on est des humains, on est grégaires, donc on s'apprécie parce qu'on a besoin d'être entouré. Mais au final, Parce qu'en fait, de toute façon, ces personnes à la rue, la plupart du temps, ils ont une rupture familiale. Ils ne voient plus trop les amis d'avant. Et en fait, ils se reconstruisent. Dans la rue, il y a une société dans la société, en fait. Et certains nous ont dit, en fait, je ne peux pas avoir de discussion avec les personnes à la rue. Parce que soit elles consomment, elles sont dans un état second, donc il n'y a pas forcément de discussion très poussée. Et avec nous, je pense que c'est ce qui peut faire la différence. C'est qu'on peut parler de sujets des fois qui ne sont pas abordés. Mais comme elle dit, en fait, il y a vraiment une société dans la société, c'est impressionnant. On voit par exemple au niveau des zones géographiques, les dénominateurs communs, que ce soit des fois les consommations, mais des fois les profils sans consommation. On voit qu'il y a énormément de personnes sur notre territoire qui viennent d'ailleurs en France et qui sont descendues parce que la misère elle est moins pénible au soleil. Mais il y a aussi des personnes qui vivent ici, qui ont leur famille pas loin, qui des fois en faisant la Manche, la croisent au feu rouge, et pour autant, vivent la double peine, entre guillemets, de se sentir isolés de leur famille, mais en même temps qu'ils ont le malheur de pouvoir les rencontrer. Donc on voit dans tous ces profils et dans tous ces vécus, le dénominateur commun, souvent les cartes qui sont arrivées, quand ils ont commencé la vie, les cartes qu'ils avaient, c'était souvent une famille qui n'était ou pas là, avec des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance ou à la DAS, ou des familles qui sont quand même assez défaillantes dans leur rapport,
avec des fois des maltraitances, avec des fois, même très souvent, on va dire, des absences répétées du père, un alcoolisme ou des choses comme ça. On a quand même beaucoup qui présentent des troubles psychiques. C'est une réalité malheureuse dans la rue. Ça a été quantifié par des rapports comme l'Abbé Pierre, etc. Nous, on le côtoie dans nos maraudes. C'est le nombre de personnes qui présentent une bipolarité ou une schizophrénie ou des choses, des maladies qui sont sévères et qui sont en errance et qui fuient aussi le soin. Parce que forcément, c'est des personnes qui ne peuvent pas se réintégrer et qui fuient le côté soin. Donc, ils errent un peu en essayant de fuir les médecins. Il y a des personnes, on s'en est rendu compte, ça fait 2 ans et demi qu'on les connaissait, on s'en est rendu compte il y a quelques semaines. Et on s'est dit, waouh. Même nous, on n'avait pas remarqué alors qu'on avait un lien quand même assez fort. La maladie n'était pas aussi omniprésente. Après, il y a 2 profils. Il y a ceux qui fuient le soin, qui sont dans une découverte philosophique d'eux-mêmes et qui sont en quête de quelque chose. Et il y a ceux, en gros, qui passent par le soin, mais qui fait que la maladie ne tient pas dans l'appartement, ne tient pas dans une association, ne tient pas dans les carcans institutionnels. Et au final, vivent l'hospitalisation et sont ressortis d'hospitalisation, mais à l'arrêt de bus. Et le nombre de personnes qu'on a vues, qu'on a côtoyées, qui sont passées par l'hôpital psychiatrique du département et qui ont été juste relâchées à l'arrêt de bus de la commune et qui sont atterrées à la gare de Perpignan. Bon, derrière, les traitements, pour les reprendre, c'est encore autre chose. Les équipes mobiles ne peuvent pas tout faire et puis derrière, ils sont jetés à la rue. Donc il y a vraiment les 2 profils. Il y a ceux qui fuient le soin et il y a ceux que la médecine ne veut plus au moment T, mais qu'il n'y a pas le tissu associatif pour les accueillir au moment de la sortie.